Ce soir, j'ai prévu de vous parler d'une chose très importante, l'art de poser des questions. Et pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça ce soir? C'est parce que c'est quelque chose qui est vraiment important en communication, de mettre de la conscience et de l'intention dans notre façon de questionner. Et déjà, d'une manière générale, c'est quand même bien de mettre de la conscience et de l'intention dans sa façon de communiquer, de faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit, comment on le présente aux autres, essayer d'être clair, d'être précis, malgré tout, d'envelopper les choses et de ne pas être frontal. Donc, bien communiquer, ça représente un certain nombre d'éléments. Et les questions font partie, évidemment, des outils de communication dont nous disposons. Or, si on y regarde bien, nous posons tous beaucoup de questions, trop de questions, et souvent, nous ne posons pas les bonnes questions. Donc, je me suis dit que c'était important de commencer à repérer ça et de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on pose pas les bonnes questions, pourquoi, du coup, pourquoi on n'a pas les bonnes réponses, puisque nos questions tombant à côté du problème, souvent les réponses aussi. Et on va revisiter ensemble l'art de poser les bonnes questions. Moi, ça fait 30 ans maintenant que je suis dans la communication et ça fait, enfin presque, à peu de choses près, ça fait presque 30 ans que je suis dans la communication. Et dès le début, il y a un outil que j'ai trouvé absolument fabuleux en communication, c'est l'écoute active, la capacité à écouter l'autre. Et donc, écouter, quand on est en écoute, on écoute. Et on ne pose pas des questions à tort et à travers. Donc, les stages où j'apprends aux gens à se mettre en écoute active, évidemment, dès le premier exercice, je demande aux gens de ne poser aucune question. On écoute, on n'est pas là à bombarder l'autre de questions dans tous les sens. Si vous voulez apprendre à écouter, apprenez à écouter. Et donc, je pose l'interdit des questions. Et ça, c'est quelque chose qui met les stagiaires extrêmement mal à l'aise dès le départ. Parce qu'ils s'imaginent que si on ne pose pas de questions, l'autre ne va pas parler, alors que c'est tout le contraire. Mieux on écoute, plus les gens parlent. Et il y a même des gens qui se rebiffent en disant je ne veux pas ne pas poser de questions parce que pour moi poser des questions c'est montrer mon intérêt à l'autre, c'est lui montrer voilà que je suis curieuse de choses chez lui, etc. Donc les gens disent non non moi je veux poser des questions, c'est pas possible de rester qu'en écoute. Or, nous questionnons toujours trop tôt et surtout quand nous questionnons, eh bien, nous gardons le contrôle sur ce qui nous est dit. Et alors, on a vécu, je vous parle de ça, c'était vraiment dans mes tout débuts en tant que formatrice, on a vécu une aventure assez intéressante. Donc, une personne devait parler et les autres devaient écouter. Et évidemment, quand je fais des exercices, on parle de choses dont on a plaisir à parler. Comme ça, normalement, ça vient tout seul. Si je commence à parler d'un truc qui me passionne, je ne vais plus m'arrêter. Vous avez vu, quand je commence une conférence, après, je ne m'arrête plus. Donc, on demandait aux stagiaires de parler d'une chose dont il avait plaisir à parler, pour que ce soit agréable pour lui, pour qu'il ait matière à parler, et les autres devaient se mettre en écoute. Et écoute sans poser de questions. Et donc, une participante, je me souviens, avait décidé de parler de son chalet. À l'époque, j'étais en Haute-Savoie. Et notamment, bah oui, du plaisir qu'elle avait à être chez elle. Et donc, elle est partie à parler de tout ça avec énormément de poésie. Elle disait qu'elle mettait des géraniums aux fenêtres parce que c'était sa façon à elle d'accueillir les gens et que ces géraniums, c'était une façon de dire bienvenue chez moi. Vous voyez, je fais la maison toute belle pour vous. Et puis, elle parlait de son intérieur. Elle s'est mise à parler de sa cheminée. Et puis, plus on la laissait parler, plus ça devenait beau. Et elle en est arrivée à nous dire que quand elle allumait le feu dans la cheminée de son chalet, elle avait vraiment l'impression que son chalet se mettait à respirer et cette cheminée, c'est le cœur du chalet qui battait, que c'était toute la chaleur de son endroit, etc. Et c'est beau comme tout ce qu'elle nous racontait. Et en fait, la personne qui devait écouter est restée tout le temps frustrée sur le fait qu'elle n'avait pas pu poser deux questions qui lui importaient vraiment. En fait, elle voulait savoir si le chalet était en pente ou sur le plat, et elle voulait savoir si elle était au milieu du village ou à l'extérieur. Et n'ayant pas eu cette réponse à ces deux questions, elle est restée focus sur le fait qu'elle savait pas,
et elle a raté tout le reste. Et en fait, ce qui s'est un peu passé finalement, c'est que nous qui écoutions vraiment, on était au coin du feu en train de se réchauffer les mains auprès de la cheminée, à écouter le cœur et les poumons de ce chalet respirer et tout. Et celle qui avait des questions à poser, puisque c'était des questions à l'extérieur, elle était restée devant le chalet à attendre qu'on lui ouvre la porte parce qu'elle ne pouvait pas rentrer tant qu'elle ne savait pas si le chalet était en pente, etc. Vous voyez à quel point les questions qu'elle voulait poser d'abord n'avaient pas d'importance pour la suite du récit et à quel point aussi ces questions auraient dévié le cours du discours. C'est-à-dire que la personne qui nous parlait de son chalet, elle nous en parlait avec son âme. C'était beau comme tout, de son amour pour son lieu de vie, etc. Et si la personne avait pu poser ces questions sur terrain en pente ou terrain plat, intérieur ou extérieur du village, la personne se serait mise à répondre aux questions, donc à parler de complètement autre chose, à parler, je sais pas, peut-être des problèmes de terrassement qu'avait posé le chalet, étant donné si c'était en pente ou pas, du voisinage, si elle était par rapport à son village, etc. Et jamais elle nous aurait parlé du cœur de cette cheminée, de ces géraniums, etc. Donc les questions, hein, maintenant que je vous explique cet exemple-là, vous voyez à quel point elles sont intrusives dans le discours de l'autre et à quel point finalement elles servent à garder le contrôle sur ce que vous nous dites. C'est-à-dire, je m'en fiche que tu aies des géraniums aux fenêtres, je m'en fiche que ta cheminée soit comme un poumon dans ton chalet. Moi, je veux savoir s'il est en pente. C'est ça qui m'intéresse. C'est dis-moi si le chalet est en pente, dis-moi s'il est dans le village. Ce que tu as à me dire sur ton chalet, je m'en fiche. Et ça, c'est vraiment tout un processus qu'on voit lorsqu'on se met en écoute. C'est un petit peu comme si, en écoute, on disait à la personne, est-ce que tu veux bien nous faire visiter ta maison? Et on suit la personne dans son discours où elle veuille nous emmener. Et quand on pose des questions, c'est comme si on trépignait en disant, moi je veux voir le salon, moi je veux voir le salon, moi je veux voir le salon. Et, et donc nos questions sont vraiment, en général, très intrusives et orientent énormément la discussion. Alors, est-ce que c'est vraiment faire preuve d'intérêt pour la personne ou est-ce que c'est satisfaire ma curiosité aux dépens de la personne? Ça, c'est la première question à se poser première question à se poser quand on pose des questions, c'est justement de savoir qu'est-ce qu'on veut savoir et pourquoi on pose cette question et est-ce qu'elle est vraiment utile pour la suite et est-ce que je ne peux pas montrer mon intérêt pour la personne autrement qu'en lui coupant la parole et en la bombardant de questions. Voilà, ça c'est la première chose à se poser. Voilà, est-ce que ma question est vraiment utile? Souvent d'ailleurs, si on laisse parler les gens, on a des questions qui nous viennent. Et en fait, si on la laisse continuer, elle répondra très vite à la question qu'on n'a pas posée. Donc ça, il y a des fois où vraiment poser des questions, c'est interrompre le cours pour rien. Il suffit de laisser la personne cheminer à son rythme et elle nous amènera là où on aurait des informations à récupérer. Alors, pourquoi je suis tellement vigilante à ce qu'on ne pose pas de questions en phase d'écoute? Eh bien, c'est parce qu'une question n'est jamais neutre. Une question, c'est vraiment un morceau de mon modèle du monde à moi que j'introduis dans le monde de l'autre. C'est voilà, ça c'est à moi, je le mets chez toi et c'est ça qui m'intéresse que tu éclaires. Euh, si vous y réfléchissez un peu, est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'on pose une question, on a souvent déjà une idée assez précise de la réponse qu'on attend? Est-ce que vous l'avez remarqué? Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que chacune de mes questions contient une présupposition. Même la question la plus ouverte, quel est votre avis sur telle chose? Question ouverte, hein, on peut difficilement faire plus ouvert. Parlez-moi de, ou quel est votre avis sur, même quand on pose une question ouverte, en fait, avec cette question ouverte, on a déjà deux présuppositions. La première, c'est que la personne a un avis ou quelque chose à raconter. La deuxième, c'est qu'elle est potentiellement d'accord pour nous le raconter. Donc, vous voyez, même la question la plus neutre n'est pas neutre. Donc, à chaque fois que je pose une question, dans ma question, il y a un certain nombre de présuppositions qui sont plus ou moins inductives pour la personne. Dans la question que je vous ai posée, avez-vous remarqué que lorsqu'on pose une question, on a déjà une idée de la réponse qu'on attend? Si vous voulez, vous pourrez même l'écrire pour le vérifier.
dans ma question, la seule chose, c'est vous l'avez remarqué ou pas? Mais moi, j'affirme, hein, c'est ma présupposition de ma question, quand on pose une question, on a déjà une idée plus ou moins précise ou très précise de la réponse qu'on attend. Ça, c'est ma présupposition, c'est mon affirmation, et je vous demande si vous l'avez remarqué. Donc, vous voyez à quel point ma question, elle peut être très manipulatoire finalement, parce qu'en fait, ce que je vous dis, c'est que toutes nos questions, quand on pose des questions, on a déjà une idée de la réponse, et je vous laisse très peu d'espace. Vous l'avez remarqué, oui, non. Et en fait, c'est une question fermée. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours attention aux questions que vous posez, parce que dans votre question, il y aura forcément un morceau de votre modèle du monde, une de vos croyances, et même quelquefois, quelque chose que vous induisez chez l'autre. Hein, on raconte comme ça cette histoire d'un juge d'instruction qui demande à un homme, avez-vous arrêté de battre votre femme? La présupposition, c'est qu'il la battait. Et donc, quoi qu'il réponde, s'il répond oui, il dit bien qu'il la battait. S'il répond non, il dit bien qu'il la battait. Donc, vous voyez, la question, elle peut même être vraiment particulièrement inductive si elle ne vous laisse même plus l'espace de sortir de tout ça. On l'a beaucoup vu pendant toute cette période où on interrogeait des experts sur la maladie, etc. Les questions des journalistes sont extrêmement orientées et le seul à dégommer toutes les questions orientées, ben, c'était le professeur Raoult qui, à chaque fois, remettait le journaliste devant le côté inductif de la question et de ce qu'il essayait de lui faire dire à travers une question. Parce que quelquefois même, nos questions n'en sont pas. Hein, ce sont des figures de style. Quand je dis par exemple à mon enfant, est-ce que tu as fait tes devoirs alors que je sais très bien qu'il ne les a pas faits, euh, c'est très manipulatoire. Hein. Je peux aussi dire à mon chéri, t'as vidé le lave-vaisselle alors que je suis devant le lave-vaisselle qui n'est pas du tout vidé. Donc nos questions, voilà, méfions-nous de nos questions parce qu'elles sont très très inductives et elles vont beaucoup manipuler les autres à partir de nos croyances à nous. Alors, je vous ai listé un petit peu les différentes catégories de questions que vous pouvez avoir. On a déjà abordé les questions fermées. Une question fermée est une question par laquelle on va répondre par oui ou par non. On n'a pas d'autre choix. Tout à l'heure, je vous demandais, avez-vous remarqué que lorsqu'on pose une question, la réponse c'est oui ou c'est non. Donc, une question fermée est une question qui ne vous laisse pratiquement aucun autre espace que de dire oui ou non. Tout le monde a compris ce que c'était qu'une question fermée? Oui? Non. Voilà. Donc, la question fermée, alors, euh, ça c'est important quand même que je vous le dise. En communication, il n'y a pas de bien, pas de mal, pas de bon, pas de mauvais. Il y a juste ce qui va être aidant et ce qui va être limitant. Et dans un contexte, une chose peut être aidante et dans un autre, elle peut être limitante. Et donc, quand on pose une question fermée, il faut savoir ce qu'on attend. Si par exemple, si pour faire parler la personne, la question fermée, c'est la pire des questions, parce que oui, non, oui, non, oui, non, si j'ai envie de faire l'ours et l'huître, vous ne tirerez rien de moi à part des grognements. Hein. Ça va? Hein, qu'est-ce que tu veux manger? Voilà, on peut aussi faire l'huître. Et alors, souvent d'ailleurs, les parents avec les adolescents, ne posant que des questions fermées, obtiennent des réponses laconiques. Et donc, pour ouvrir la communication, la question fermée, hein, comme son nom l'indique, comme elle est fermée, elle laisse aucun espace à la discussion, oui ou non. Dans d'autres circonstances, elle peut être très utile, notamment pour vérifier qu'on est tous d'accord et qu'on a bien compris. Donc, on se retrouve lundi à telle heure, à tel endroit. Oui, oui, non. Ah non, non, c'est pas là. Ah, pardon. Bah, heureusement que j'ai reformulé parce que comme ça, avec les questions fermées, on peut vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde. Ayant oublié de faire ça, j'ai une fois rejoint un ami à Londres en me trompant de jour et d'hôtel. Et on était tous les deux persuadés de se retrouver à l'aéroport. Voilà. Et c'est la veille du départ. Je lui ai dit, bon, bah, demain. Il me fait, non, après-demain. Pardon, bah, demain. Non, après-demain. Ah, zut. Voilà, on s'était trompé de jour. Enfin, moi, en tout cas, je m'étais trompé de jour. Et on avait cru prendre chacun le premier hôtel de la liste qui nous était donné. Et en fait, comme c'était une liste horizontale, il l'avait pris un bout et moi l'autre. Voilà. Là, ça aurait valu le coup qu'on se dise, donc on se retrouve bien dans tel hôtel, tel jour, à telle heure.
Et là, il y aurait eu oui, oui, ah ben non, pas du tout, et on aurait pu rectifier. Donc, l'utilité des questions fermées, c'est ça. C'est nous permettre quand même, à un moment donné, de récapituler, de vérifier qu'on est d'accord. Mais pour le reste, si on utilise les questions fermées pour discuter, ça ne va pas marcher. Alors après, il y a un autre type de questions qu'il faut connaître, c'est les questions qu'on appelle à choix illusoire. Les alternatives positives, disent les commerciaux, ce sont les questions à choix illusoire qui vous enferment dans un cadre et vous donnent une illusion de choix dans ce cadre. Donc par exemple, ça va être la personne qui vous dit, vous préférez payer en une fois ou en plusieurs fois? Le sous-entendu étant, tu vas payer, hein, une fois ou en plusieurs fois, mais tu vas payer. Et toutes ces questions à choix illusoire sont extrêmement manipulatrices. Il faut vraiment que nous, on apprenne à s'extraire du cadre qui nous est proposé. Ça, je le racontais une fois en stage, et notamment, une des façons de faire des alternatives illusoires consiste à vous proposer deux dates de rendez-vous. Bonjour, je suis la société machin, nous faisons une vaste campagne d'information du public. Quand voulez-vous qu'on se rencontre, mardi matin ou jeudi après-midi? Si vous n'avez pas le recul de dire mais j'ai jamais demandé à vous rencontrer, comme vous sentez quand même le piège, vous dites jeudi après-midi, en disant je vais bien trouver une excuse d'ici là, hein, en croyant avoir évité mardi matin et en disant jeudi après-midi, vous croyez que vous vous en sortez, et jeudi après-midi, quand arrive l'heure du rendez-vous, vous dites mais pourquoi j'ai accepté ce rendez-vous? Parce que c'était présenté sous forme d'une question, un choix illusoire, une alternative soi-disant positive. Je racontais ça une fois en stage et j'ai une participante qui m'a dit oh là là, mais tu m'as fait du bien, tu peux pas savoir. J'ai encore eu un représentant qui m'a appelé, qui voulait passer me présenter ses produits et il a utilisé l'alternative illusoire et je lui ai dit mais monsieur, je ne veux pas vous rencontrer, je n'ai pas besoin de vos produits. Donc, elle était toute contente d'être sortie du piège. Alors là encore, ni bien ni mal, ni bon ni mauvais. Question à choix illusoire vous impose un cadre et donc vous manipule en vous donnant une illusion de choix à travers ce cadre. Mais avec les gens qui ont beaucoup l'esprit de contradiction, ça peut être très intéressant. Et surtout, par exemple, à l'âge du non des enfants. Vous savez, les enfants vers 2 ans, quoi que vous leur proposiez, c'est non. Alors là, c'est pour le coup, les questions oui-non, ne leur en posez surtout pas parce que comme ils sont à l'âge du non, dès que vous leur demanderez un truc qui on répond par oui, par non, ce sera non. Donc pour ces enfants qui sont en pleine période du non, pour éviter d'avoir des noms et des conflits, on peut utiliser l'alternative illusoire. Ton bain, tu le veux avec de la mousse ou sans la mousse? Tu préfères la mousse Mickey ou la mousse Donald, hein? Et petit à petit, comme ça, ton dessert ou ta soupe, tu la veux dans un bol ou dans une assiette? Tu veux une cuillère rouge ou une cuillère jaune? Ben, vous voyez, à chaque fois, ça donne à l'enfant une illusion de choix et ça lui permet d'avoir l'impression de s'affirmer, puisque le Terrible Two des Anglais, là, c'est l'âge du nom des 2 ans, c'est l'âge où ils ont besoin d'affirmation. Donc en leur donnant cette illusion de choix, on leur permet de s'affirmer et donc ça nous simplifie un peu la vie. Pas très longtemps si on a des enfants malins, parce qu'à un moment donné, quand vous dites à votre enfant ton bain, tu le veux avec de la mousse ou de la mousse, votre enfant peut vous faire un regard noir et vous dire j'en veux pas de ton bain. Et là, vous dites ça y est, trop tard. Et je suis repérée, je suis foutue, il va falloir que je trouve autre chose. Donc ça, c'est pour l'alternative illusoire. Ça peut être utile aussi quand vous avez décidé que ce serait tel cadre. Hein. Donc moi, mon cadre, c'est celui-là. Et ce que je te laisse comme choix dans ce cadre, ce sera ça ou ça. Voilà. Ce soir, j'ai pas envie de cuisiner, donc c'est soit je vous fais un truc réchauffé, soit vous appelez à l'ONEM. Voilà. Là, c'est une alternative illusoire. Il est hors de question que je sorte de ce cadre qui est le mien pour ce soir. Donc, ça peut être utile. Simplement, quand on l'utilise, il faut savoir que c'est parce qu'on a envie de poser un cadre précis qu'on ne veut pas en sortir et non pas qu'on est justement dans une manipulation plus ou moins consciente. Nous l'avons vu, il y a les questions inductives. Ne pensez-vous pas que, hein, qui permet ensuite de vous laisser l'espace. C'est même plus oui ou non, c'est bah si. Hein. Donc ça, c'est très amusant à voir sur les plateaux télé, dans les interviews. Mais ne pensez-vous pas que cet album qui arrive en quatrième, etc., est maintenant l'album de la maturité? Qu'est-ce que vous voulez que le chanteur réponde ah bah peut-être, ah bah oui, bah, vous avez sûrement raison. C'est compliqué
devant une question comme ça, de répondre, mais vous n'y êtes pas du tout, c'est pas du tout ça cet album. Donc voilà, toutes ces questions inductives. Euh, Ensuite, vous avez les questions ouvertes. Les questions ouvertes, ce sont celles qui sont les plus pauvres en présuppositions, donc qui laissent le plus d'espace à la réponse. Parlez-moi de, donnez-moi votre avis sur, que pouvez-vous me dire à propos de? Et tout ça, ce sont des questions qui vont vous donner beaucoup, beaucoup d'informations. Là où une question fermée va vous donner comme information oui ou non, la question ouverte va vous rapporter énormément, énormément d'informations. Donc ça, par exemple, je l'enseigne aussi aux recruteurs. Quand vous êtes en train de recruter un candidat, si vous voulez avoir de l'information de haute qualité, au lieu de lui dire est-ce que vous avez pratiqué Excel et Word dans votre ancien boulot, la personne peut répondre oui, non. Demandez-lui quel est votre niveau en informatique, qu'est-ce que vous pratiquez, hein. Et plus la question est ouverte, plus la personne va se livrer, donner des informations très intéressantes. Mais justement, comme elle va donner des informations intéressantes, eh ben, votre problème, c'est que vous n'allez pas maîtriser le contenu. Et vous pouvez être complètement dérouté par la réponse de l'autre. Hein, parlez-moi de, donnez-moi votre avis. Il faut être prêt à l'entendre, l'avis, si on le demande. Hein. À chaque fois qu'on pose une question ouverte, c'est une prise de risque qu'on a. C'est pour ça que sur les plateaux télé, la plupart des journalistes posent des questions très fermées, parce qu'en fait, et très inductives, parce qu'ils essayent de maîtriser au maximum leur invité, qui ne commence pas à partir, etc. Sur les plateaux radio, télé, etc., on attend de nous des réponses très brèves. On n'attend pas des gens qui prennent la parole et qui commencent à développer, etc. On a horreur des gens qui développent à la télé, faire des réponses brèves. Alors, vous écouterez tout ça avec une autre oreille maintenant, quand vous verrez un interview. Quelle question a posé le journaliste? Qu'est-ce qui était induit par la question? Qu'est-ce que la personne a eu comme espace pour répondre? Et vous verrez aussi souvent que la personne n'a pas, même pas eu le temps de répondre à la première question qu'on en bombarde une deuxième. Et ça, nous aussi, on le fait. La personne, on lui pose une question, elle fait un silence parce qu'elle réfléchit pour y répondre. Et comme elle fait un silence et qu'on a tous peur du silence, pouf, on balance une deuxième question, l'empêchant de réfléchir à ce qu'elle allait répondre à la première. C'est terrible comment on fonctionne, terrible. Et enfin, si vous voulez vraiment des questions extrêmement précises, il faut utiliser le QQOQC des policiers. Les questions des policiers, le QQOQC, c'est qui, quoi, où, quand, comment, combien. Et là, vous avez que du factuel. Hein, par exemple, avec le QQOQC, on sort de tout ce qui est subjectif. Par exemple, je ne vais pas vous dire s'il fait chaud ou s'il fait froid, il fait tant de degrés. Je ne vais pas vous dire si la pièce elle est grande ou si elle est petite. Je vous dis qu'elle fait tant de mètres carrés. Et ça, ce sont les questions que détestent les politiques. Évidemment, les politiques qui sont dans on va prendre toutes les mesures, lesquelles, hein, pour que les problèmes soient réglés dans les meilleurs délais. Quel délai, quelle date? Et ils ont horreur de ça parce que le QQOQC, c'est quelque chose qui est très engageant et très précis. Donc, quand vous voulez vraiment avoir des réponses très, très concrètes, utilisez le QQOQC. Sachant que si la personne n'a pas envie de répondre et veut se montrer fiante, etc., avec le QQOQC, comme vous l'acculez, elle va vous trouver très agressive. Et vous remarquerez ça aussi quand les journalistes posent ce genre de questions, on trouve qu'ils sont pas respectueux des hommes politiques. C'est très très amusant. Il reste une question que j'aimerais aborder avec vous, parce que celle-là, c'est une question euh, en PNL, c'est une question qu'on appelle the elephant shit, la bouse d'éléphant. Et cette question, c'est le pourquoi. En analyse, en PNL, on n'utilise jamais la question pourquoi. On peut éventuellement dire dans quel but, avec quelle perspective, quels sont les objectifs, etc. Mais le pourquoi, on l'appelle the elephant shit. Parce qu'à partir du moment où on trouve une raison, on donne une raison d'être aux choses. Par exemple, si vous demandez à votre enfant pourquoi tu as tapé ta sœur, le pourquoi
implique qu'il peut y avoir une bonne raison de taper sa sœur. Donc c'est à partir du moment où je demande à quelqu'un pourquoi, je lui dis il y a forcément une raison pour faire cette chose-là. Donc vous imaginez pourquoi vous avez tué votre voisin. Ah ben je l'ai tué parce qu'il faisait du bruit. Donc ça veut dire qu'on peut trouver des raisons à tuer quelqu'un. D'accord? Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. À chaque fois que je trouve une réponse à un pourquoi, je fige les choses et je leur donne une raison d'être. Pourquoi est-ce que je mange trop de chocolat? C'est parce que j'ai un vide affectif. Bon, ben voilà, voilà. Donc ça va rester comme ça. Et pourquoi t'as tapé ta sœur? Bah parce qu'elle m'énerve. Bon, bah c'est cool. Quand les gens nous énervent, on peut taper. Bah, pourquoi t'as fait un excès de vitesse? Parce que j'étais pressée. Donc, c'est tout à fait OK quand on est pressé de faire un excès de vitesse. Je vous dis ça, je viens de me prendre une prune. Voilà. Hein. Pourquoi t'as pris une prune? Parce que j'allais trop vite. Là, par contre, la relation de cause à effet, elle peut être très, très utile quand même. Mais la plupart du temps, il vaudrait mieux éviter d'utiliser le pourquoi et il vaudrait mieux utiliser le comment tu t'y prends pour. Pourquoi tu es déprimé, remplacé par comment tu t'y prends pour être déprimé. Et ça permet à la personne d'être en contact avec ses propres mécanismes. Alors, si c'est demandé avec bienveillance, évidemment. Si je dis comment tu t'y prends pour être déprimé, la personne, elle ne pourra pas répondre si elle ne sent pas de bienveillance. Je dis explique-moi par quel mécanisme, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, etc. Euh, Elle pourra du coup dire bah écoute, voilà, je me déprime en repensant sans cesse à ça, ou je me déprime en imaginant que, voilà. Et là, on va pouvoir avoir du bon matériel pour travailler sur ses croyances et ses mécanismes. Donc voilà, plein de questions. Est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses? Oui, j'ai trois petites choses très importantes à vous dire à propos des questions. Euh, Là, attendez, j'ai pas mes lunettes. Ah oui, très important. Il faut savoir qu'avant l'âge de 4 ans, un enfant ne sait pas qu'il a le droit de ne pas savoir répondre à une question. C'est-à-dire qu'un enfant d'avant 4 ans est tellement intelligent qu'il se dit l'adulte ne peut pas être assez bête pour me poser une question dont je n'ai pas la réponse. Donc les réponses d'enfants de moins de 4 ans sont peu fiables et pour eux peuvent être très insécurisantes. Par exemple, une tatie à la crèche qui dit à l'enfant pourquoi t'as fait pipi dans ta culotte? Le gamin, il n'est pas assez mature pour dire j'ai pas une maîtrise suffisante de mes sphincters et tu vois, je crois que j'ai trop attendu, j'aurais dû demander à aller aux toilettes plus tôt. L'enfant, il n'est pas. Donc, la personne lui dit pourquoi tu as fait pipi dans ta culotte? Le gamin, il s'imagine qu'il doit savoir pourquoi il a fait pipi dans sa culotte. Alors que tu as 4 ans, mon Dieu, hein, c'est vraiment des choses comme ça. L'enfant qui va au lit et qui dit maman, j'ai peur. Hein. De quoi tu as peur? L'enfant, il ne sait pas. Il ne peut pas dire eh bien, j'ai peur parce que j'ai bien conscience d'être une petite chose extrêmement minuscule et vulnérable dans un monde extrêmement dangereux et je sens bien que je ne saurais pas me défendre tout seul. Donc, en fait, ma maman chérie, c'est une insécurité latente. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'enfant puisque il ne sait pas qu'il ne peut pas répondre à la question et que la façon dont on lui pose la question lui dit tu dois avoir la réponse en toi. De quoi tu as peur? L'enfant il cherche, il dit bah un truc qui ferait peur. Hein. J'ai peur des crocodiles. Voilà, il a trouvé une réponse, il est content. Il dit j'ai peur des crocodiles et le parent passe une demi-heure à expliquer à l'enfant qu'il n'y a pas de crocodile sous son lit et le problème n'est pas résolu. Donc attention aux questions qu'on pose aux tout petits. Avant 4 ans, on peut les mettre en grande difficulté parce que l'enfant est trop intelligent pour réaliser que les adultes sont plus bêtes que lui. Voilà, ça c'est pour les enfants. Je voulais vous parler aussi d'une chose qui est très importante et surtout pour les gens qui pensent trop. On a le droit de ne pas répondre aux questions qu'on nous pose. Et souvent, vous vous retrouvez comme ça, à vous vider littéralement devant les gens, à être beaucoup trop ouvert et à répondre à toutes les questions avec une honnêteté maladive. Hein, et après, vous quittez les gens avec l'impression d'en avoir trop dit sur vous. Et pourquoi je lui ai parlé de ça? Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que personne n'a pris le temps de vous dire, vous avez le droit de ne pas répondre aux questions. Et pour les gens qui pensent trop, pour les hypersensibles, pour les suréfficients,
C'est un véritable entraînement d'apprendre à ne pas répondre aux questions. Donc vous pouvez vous entraîner entre vous, apprendre à botter en touche, oh c'est une longue histoire, apprendre à dire, ah ben je ne sais pas, je n'ai pas mon agenda sur moi, à dire, oh je ne m'en rappelle plus, à oser mentir de votre point de vue pour protéger votre jardin secret, jusqu'au jour où vous serez suffisamment aguerri pour pouvoir dire je n'ai pas envie de parler de ça, je ne répondrai pas à cette question, ou encore plus clairement, ça ne vous regarde pas. Hein. Et oser répondre à quelqu'un, ça ne vous regarde pas, et bien ce jour-là, vous pourrez dire, ben, j'ai fait des progrès, parce qu'effectivement, tout ce qui est mon jardin secret ne regarde pas les autres. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire sur la question. Et puis, une dernière petite question pour la route, ma question préférée, celle qui normalement va être comme, je dirais, comme une étoile du berger dans votre vie, régulièrement dans la journée, ou devant des choix où vous n'arrivez pas à répondre à la question oui, non, et qu'est-ce que je fais, etc., de poser la question, qu'en pense mon âme? Qu'est-ce qu'elle dit, mon âme? Qu'est-ce qu'elle dit de cette personne? Qu'est-ce qu'elle dit de cette situation? Que pense mon âme de ce que je suis en train de vivre? Et vous allez voir que si vous la posez avec une grande sincérité, la réponse de votre âme, elle sera fulgurante. En ce moment, on traverse une période difficile, tous autant qu'on est. Franchement, le monde dans l'état où il est actuellement, c'est dur. Hein. On a tous du mal à rester positif, se projeter dans l'avenir, se demander ce qui va se passer dans quelques temps avec toutes ces histoires sanitaires et politiques, hein, les changements de gouvernement et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois, dans les années qui vont venir? Et, et posez la question à votre âme. Quand je pose la question à mon âme en ce moment, elle me dit tout va bien, tout va bien. Alors, c'est pas forcément la réponse que j'attendrais, parce que moi j'ai l'impression que le monde est un vaste bins actuellement, mais mon âme me dit tout va bien, reste tranquille, tout va bien. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement réconfortant aussi, quand notre âme, comme une petite étoile dans le ciel, nous montre le chemin et dit continue à avancer, tout va bien. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous allez pouvoir vous poser de bonnes questions, les poser intelligemment, éviter de poser des questions bêtes. Hein. Je vais vous donner un dernier exemple. Chérie, tu m'aimes? Question fermée. Est-ce qu'on peut répondre non à une telle question? Bien sûr que non. Donc, quand je dis chérie, tu m'aimes, bah, tout ce que j'attends, c'est qu'ils me disent oui. Hein. Alors que si je lui posais la question, dis donc chérie, comment tu trouves notre relation actuellement? Est-ce que notre relation te convient? Je prends, hein, quel est ton avis sur notre relation aujourd'hui? Je prends un risque énorme, mais c'est un risque qui sera payant, puisque s'il me répond, bah, écoute, en ce moment, moi je me pose des questions sur ça et ça, autant que je le sache tout de suite et qu'on puisse en parler à temps. Donc voilà, l'art de poser les bonnes questions, ça implique d'accepter d'avoir la réponse.